Le 20 avril 1999, deux élèves du lycée Columbine dans le comté de Jefferson au Colorado, Eric Harris et Dylan Klebold, sont entrés dans leur établissement et ont ouvert le feu, tuant 14 élèves, y compris eux-mêmes, ainsi qu'un enseignant, et ont blessé beaucoup d'autres. La fusillade a été surnommée Columbine High School Massacre, traduit par fusillade de Columbine en français, et les implications ainsi que l'impact de l'événement continuaient d'être discutés plus de 2 décennies après. En décembre 1999, le journaliste du Time Magazine Tim Roche a eu accès à 5 bandes vidéo enregistrées par les meurtriers que les enquêteurs avaient découvertes, exposant leurs motivations et les montrant récitant une sorte de liste de meurtres, entre autres. Roche avait publié un article pour le Times sur les bandes le 20 décembre, peu de temps après les avoir visionnées, les surnommant les Basement Tapes. Peu de temps après la publication de l'article, les membres furieux des familles des défunts ont menacé de poursuivre le comté de Jefferson, considérant le fait que même eux n'avaient pas eu accès aux enregistrements. Ils sont parvenus à un accord avec le comté qui leur a rapidement projeté les bandes, puis les a remis dans un coffre-fort pour une durée indéfinie. En 2003, un enregistrement de 15 minutes des tueurs tirant au Rampart Range, une chaîne de montagnes du Colorado, a été publié. Puis en 2004, un court-métrage que les deux coupables avaient réalisé pour l'école 5 mois avant le massacre, intitulé Hitman for Hire, soit Tueur à embaucher, que de nombreuses personnes soupçonnaient d'avoir été 2 des 5 cassettes du sous-sol. En 2006, les tribunaux ont dit au shérif du comté Ted Mink qu'il était désormais autorisé à diffuser les images restantes s'il le souhaitait, mais il a finalement refusé de le faire, craignant que certains jeunes en difficulté ne soient inspirés par les enregistrements. Au lieu de cela, il a publié 949 pages de documents inédits sur l'affaire, y compris des transcriptions détaillées de toutes les cassettes du sous-sol, comme on les a surnommées, confirmant les rumeurs sur les images publiées précédemment. Plusieurs sources qui ont vu les bandes, y compris divers membres de la famille des victimes, affirment que la durée totale de la diffusion a été environ de 3 à 4 heures depuis la projection de 1999. Autorisées par le tribunal pour les membres des familles, les bandes inédites n'ont vraisemblablement jamais été révélées au grand public. Cependant, en février 2015, on a appris que les bandes avaient été approuvées pour destruction par le shérif du comté. En 2011, lorsqu'un parti inconnu a déposé une demande afin de visionner les bandes, il a reçu comme réponse que le bureau du shérif n'avait plus de documents à sa possession en réponse à leur demande. Par la suite, un porte-parole du bureau a confirmé que les bandes avaient bel et bien été détruites et qu'aucune copie n'existait selon eux, ce qui signifie que les bandes seraient perdues à jamais. Si ces faits s'avéraient véridiques, les parents des tireurs ainsi que de nombreuses familles de victimes ont tous soutenu la suppression et la destruction de toutes les bandes. Maintenant, bref aperçu des bandes inédites, élément de preuve 265, une bande de 8 mm enregistrée à la mi-mars 1999. Cette vidéo commence par des images de Klebold et Harris dans la maison de ce dernier le 15 mars, buvant du whisky et expliquant qu'ils espèrent que les vidéos qu'ils réalisent seront bientôt diffusées dans le monde entier. Une fois leur soi-disant chef-d'œuvre achevé, et quand tout le monde chercherait des réponses sur les raisons pour lesquelles ils ont commis le massacre, ils parlent de la façon dont ils ont utilisé diverses personnes pour acquérir leurs armes, avant de faire référence à un de leurs camarades de classe, Brandon Larson, et comment vous retrouverez son corps. Ils passent ensuite au sujet des armes, avant d'entrer dans leurs opinions philosophiques personnelles et de parler de diverses personnes qui, à leur avis, leur avaient fait du mal. Ils continuent de montrer leurs armes, tout en faisant de subtiles références au meurtre prévu. La caméra passe ensuite à une photo plus tard dans la journée où les deux parlent de leur plan plus en détail, se vantant du nombre de personnes qu'ils pouvaient tuer. Ils suggèrent que leur histoire soit transformée en film, spéculant que Steven Spielberg ou Quentin Tarantino pourraient le réaliser. La cassette coupe encore une fois la vidéo, reprend sur les deux garçons le 18 mars, au milieu de la nuit. Encore une fois, ils parlent de leur plan pour assassiner
des gens avant de discuter de diverses choses telles que la fraude et les tests par carte de crédit et d'inventer des excuses pour expliquer pourquoi ils auraient besoin de certaines pièces qu'ils devaient encore acheter pour leur prochaine attaque. Au cas où quelqu'un le demanderait, ils se demandent si la police va regarder l'intégralité des images des bandes, puis suggère que les autorités les couperaient probablement en omettant certaines parties pour transmettre une image spécifique des tueurs. Déformant leurs mots, pour ainsi dire, enfin, ils expliquent comment ils voulaient que des copies de leurs vidéos soient envoyées à 4 réseaux d'information avant que Awis ne fasse brièvement référence à son journal. La bande se termine alors. Éléments de preuve 298, 2 bandes de 8 mm, une enregistrée le 11 avril 1999, l'autre à une date inconnue. La première de ces 2 bandes, intitulée Webstape, Web étant le surnom de Awis, et montre les 2 tueurs à l'avant d'une voiture, indiquant que nous sommes en train de récupérer le reste de notre équipement, avant de révéler la date du 11 avril et de prétendre que nous planifions cela depuis plus de 8 mois. La caméra se coupe ensuite et revient sur les 2 adolescents conduisant à nouveau, révélant qu'ils venaient d'acheter 2 grands conteneurs de carburant ainsi que 3 bouteilles de propane. La bande s'arrête ensuite une fois de plus, avant de revenir à un gros plan sur le visage d'Awis. Il est maintenant seul et commence à parler de sa famille, s'excusant pour l'agonie qu'il savait que les événements à venir leur feraient subir et leur disant que ce n'était pas de leur faute. Il déclare qu'il reste 7 jours et un tiers avant d'énumérer 5 noms. Enfin, Awis tourne la caméra vers son journal précédemment vu, qu'il surnomme maintenant les Écrits de Dieu. Feuilletant le livre tout en parlant de ses croyances avant de montrer divers dessins de condamnés qu'il avait fait au dos du livre, la bande se termine alors. La deuxième cassette contenant simplement de petites quantités de séquences de Klebold, Awis et 2 autres garçons, vraisemblablement dans des séquences enregistrées pour un projet scolaire. En tant que tel, cette bande n'est pas considérée comme faisant partie des cassettes du sous-sol par de nombreuses personnes. Elle a été incluse ici pour des raisons de référence et en raison du fait qu'elle est comptée par les autorités comme étant l'élément de preuve 298. Élément de preuve 333, une bande de 8 mm enregistrée entre fin mars et le 20 avril 1999. Cette bande a été retrouvée par les autorités dans une caméra vidéo Sony 8 mm avec Columbine High School gravé sur le côté, qui est l'élément de preuve de sang. La cassette était intitulée Top Secret One Part. Cela commence par des images de Awis et Klebold dans la maison de Awis. Ce dernier filmant des armes peuvent être vus sur le sol comme des bombes artisanales que Awis commence à décrire en détail, ainsi que 2 armes à feu, un fusil à canoncier et une carabine, et 2 boîtes de cartouches. Peu de temps après, Klebold prend la caméra et la pointe sur Awis qui tient les armes. La caméra se coupe ensuite et revient montrant toujours Awis tenant les armes, mais dans des vêtements différents. Les 2 conversent pendant un moment, puis la bande se coupe à nouveau. Lorsque la séquence revient, il s'agit de Awis seul dans une voiture en mouvement, avec la caméra montée sur le tableau de bord. Il commence alors à s'excuser auprès de divers amis pour ce qu'il prévoit de faire, expliquant que c'est un sentiment étrange de savoir que vous allez être mort dans 2 semaines et demie, de savoir que s'ils devraient le faire avant ou après le bal de promo et qu'ils auraient aimé revoir le Michigan et quelques vieux amis. Il se tait alors et se met à pleurer, essuie une larme sur son visage avant d'éteindre la caméra. La prochaine coupure montre les 2 garçons dans la chambre de Klebold, tripotant leurs armes et les fixant à leurs vêtements, les vêtements dans lesquels ils sont retrouvés morts. Awis mentionne à nouveau Brandon Lawson et parle de sa tête posée sur son couteau. Malgré les 2 menaces faites à Larson dans les vidéos, il ne sera finalement pas l'une de leurs victimes. Il parle un peu plus de diverses choses avant que la caméra ne s'arrête. La prochaine séquence vue est celle de Klebold et Awis, à nouveau dans la maison de celui-ci. Ce dernier filme en Klebold et Awis dit à celui-ci de le dire maintenant, ce qui incite Klebold à commencer à donner un message d'adieu à ses amis, sa famille. Klebold prend alors la caméra et filme Awis, qui enregistre également un message d'adieu. Les derniers mots prononcés sur l'enregistrement sont Awis disant « c'est ça, désolé, au revoir », avant que Klebold ne colle son visage dans la caméra et dise également au revoir. L'image finale et quelques secondes de la caméra statique
face à un panneau sur le mur de la chambre d'Awis, partiellement bloqué par le bras de quelqu'un dans le champ de vision de la caméra. On peut y voir les étranges lettres CHS, accompagnées d'une bombe dont la mèche est allumée, et le mot indice, écrit en caractère gras noir. Les autorités ont déterminé que cette dernière séquence avait été prise environ 30 minutes avant l'attaque.